Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global. Bonjour à toutes et tous. Vous n'êtes pas sans le savoir, le nucléaire civil est une énergie fortement controversée. Si en France, elle est présentée par les gouvernements successifs comme gage de l'indépendance énergétique du pays, mais aussi de sa capacité à embrasser un mix énergétique décarboné, d'aucuns en déplorent la dangerosité et le paradigme de dissuasion militaire lui étant affilié. La semaine dernière, j'ai lancé un cycle de plusieurs chroniques qui proposent d'interroger les enjeux décoloniaux liés au champ social de l'énergie. Pour aujourd'hui, nous allons donc explorer le système nucléaire français et soulever quelques pistes de réflexion par le prisme de l'écologie décoloniale. Mais d'abord, qu'est-ce que l'écologie décoloniale ? Elle désigne une ambition, celle de pouvoir habiter dignement la Terre pour tous les peuples et cherche la construction d'une conscience écologique universelle, assumant que tous les êtres humains sont concernés par la perturbation du climat, puisque habitants de la Terre. Elle remet en cause les représentations de la figure humaine héritée de la colonisation. Repositionnés comme êtres vivants faisant face à une menace, les humains seraient alors placés sur un pied d'égalité. Dans ce cadre, les diversités sont déhiérarchisées et mobilisées pour produire des solutions à cet enjeu résolument international. Cette conception universelle de la problématique environnementale s'ancre dans la prise de conscience de ce que Dipesh Chakrabarty nomme collision entre temps historique et temps géologique. Si les humains subissent des inégalités dans le cadre historique, ils détiennent tous une agentivité dans l'espace géologique. L'écologie décoloniale s'ancre dès lors dans la reconnaissance du caractère mondial du problème et donc de la nécessité d'agir en solidarité et coopération entre tous les peuples. Cette conception de l'habitabilité comme mode de construction d'une conscience écologique universelle ne prend en revanche pas en compte les différences de responsabilité dans la crise climatique entre anciennes nations coloniales et pays dorénavant libérés de cette domination. L'éthique décoloniale, telle que proposée par l'essayiste et activiste Fatima Wassak, permet le dépassement de cette limite. Si cette éthique partage le même constat fondamental que Dipesh Chakrabarty, qui veut que tous les humains soient indistinctement concernés par la problématique environnementale en raison de leur rôle d'habitants, elle propose un programme opérationnel pour sortir justement de la crise. Une décolonisation des pensées, notamment occidentales, est ainsi nécessaire pour permettre à chaque être humain la détention d'un agir politique émancipatoire et défensif face aux risques climatiques. Pour Fatima Wassak, le pouvoir doit être investi par toutes les catégories de la population, justement parce qu'il y a une universalité de la problématique environnementale, mais une spécificité dans la manière de la subir. Laisser uniquement une partie dominante de la population gérer les problèmes environnementaux, c'est prendre le risque de la reproduction de logiques de domination héritées du colonialisme. Ceci étant dit, revenons au nucléaire. Si ce dernier est présenté comme solution permettant l'indépendance énergétique française, il n'empêche qu'il nécessite d'extraire de l'uranium. Or, la production mondiale d'uranium est permise grâce aux réserves présentes au Kazakhstan, au Niger, en Namibie et en Afrique du Sud, ainsi qu'au Canada, au Brésil et en Australie. Cette répartition de la ressource sur l'ensemble des continents est présentée par les défenseurs du nucléaire comme un atout pour la France. En effet, d'après Philippe Knosch, ingénieur des mines, la possibilité de la France de s'approvisionner n'est ainsi pas menacée par d'éventuels conflits. De plus, les réserves en uranium disponibles dans nos centrales sont viables sur 10 ans. Si l'on se penche un peu plus en détail sur la morphologie du système nucléaire français, certains acteurs se dégagent avec plus de précision. D'une part, on saisit par exemple l'importance du groupe Orano, ex-Areva, détenu à 90% par l'État français, qui gère l'exploration, l'exploitation et la commercialisation d'uranium dans le monde. Le groupe est ainsi investi au Canada, au Kazakhstan, en Ouzbékistan et au Niger notamment. La nature de cette implication extractiviste dans des territoires internationaux est difficile à saisir. À Cigar Lake, au Canada, par exemple, la mine est exploitée par la filiale canadienne du groupe Orano, qui vend 40% de sa production à EDF, acteur phare, responsable de l'exploitation des centrales en France. Dans ce cadre, l'exploitation des entrailles du Canada par un acteur étranger procède dans une logique d'économie internationalisée. En effet, les multinationales sont des entreprises qui investissent dans des pays étrangers pour bénéficier d'un avantage concurrentiel, optimiser leurs coûts de production ou étendre leur zone de commercialisation. Elles participent ainsi, d'une certaine manière, à dynamiser les économies locales et elles sont assujetties au cadre fiscal des pays d'implantation. Notons que depuis 2021, un impôt minimum mondial a été conclu par les pays membres de l'OCDE pour lutter contre l'évasion fiscale.
Notons aussi que les sociétés américaines ne sont pas concernées. Mais nous nous égarons. Mon point ici est de souligner que le groupe Orano exploite les mines de pays étrangers en tant qu'acteur économique mondial et agit donc selon les règles du libéralisme dérégulé. Dans ce cadre, tout le monde s'y retrouve à bon compte. Pour autant, est-ce que tous les pays au sein desquels le groupe est implanté sont logés à la même enseigne, soit considérés en véritables partenaires économiques ? Un article du Monde m'a interrogé à ce sujet. En juin 2025, le Niger a en effet décidé de nationaliser une mine qui était jusqu'alors exploitée par Orano, scellant définitivement la fin du permis d'exploitation de l'entreprise. Le régime militaire du pays a en effet décrété que la multinationale avait des comportements déloyaux. Une controverse a alors éclaté entre le groupe et le régime militaire. Orano décrit un contrat de longue date avec le Niger quand les militaires en déplorent l'inégalité. Et c'est tout récemment que la situation est devenue particulièrement épineuse. En décembre 2025, un mystérieux convoi transportant 1000 tonnes d'uranium est parti du site minier anciennement exploité par Orano afin d'être potentiellement distribué sur les marchés internationaux. Or, la multinationale française assure que puisqu'elle est derrière la dernière exploitante de la mine, cet uranium lui appartient quand le Niger assure qu'il détient un droit légitime à disposer de ses richesses naturelles et à les vendre, et que ce stock a été produit après la nationalisation du site. Une enquête pour vol en bande organisée dans le but de servir les intérêts d'une puissance étrangère a alors été ouverte par la justice française, mais le stock d'uranium reste pour le moment bloqué. Les tribunaux internationaux cherchent à arbitrer la situation et, de son côté, le gouvernement nigérien affirme que s'il a été contraint de nationaliser, c'est qu'Orano ne respectait pas la réglementation minière nigérienne en vigueur. Certains articles de presse décrivant la situation rappellent dans leur nomination de la France par la formule « ancienne puissance coloniale » le contexte électrique dans lequel ce litige se déroule. Et en effet, si l'on arbore les lunettes de l'écologie décoloniale, on déplore un certain nombre de manquements de la multinationale française. Plusieurs militants précisent ainsi que depuis plus de 50 ans, le Niger n'aurait bénéficié que de 12% de la valeur marchande de l'uranium exploité par des puissances étrangères sur ses terres. Et, surtout, souligne les dégradations environnementales imposées par cette industrie et non prises en charge par les multinationales. Au sujet de la pollution induite par l'industrie nucléaire, le philosophe Malcolm Ferdinand souscrit et nous permet un rapprochement du cas qui nous occupe avec les dommages perpétrés par les essais nucléaires du XXe siècle sur les territoires polynésiens. Ces quelques exemples permettent ainsi de montrer l'importance de repenser le cycle nucléaire dans son ensemble, de l'exploration à la gestion des déchets, en empruntant une démarche décoloniale. Les soupçons de géométrie variable dans les mesures de précaution et de cadrage normatif de la filière étant importants, il est urgent d'interroger les asymétries éventuelles entre multinationales occidentales et pays du Sud global. Côté lutte antinucléaire, le discours s'enracine à la croisée de plusieurs discours critiques, participant à faire de cette contestation un terreau fertile pour une critique globale et radicale de la société moderne. D'abord, la question du risque est considérée comme majeure pour les antinucléaires. Cette remise en cause se concentre sur la question des déchets nucléaires et de leurs effets néfastes sur l'environnement et pose la question de la fin de l'humanité en cas d'usage des armes nucléaires. Ensuite, la pensée antinucléaire conteste l'usage des ressources nécessaires au fonctionnement des centrales, l'extraction de l'uranium et surtout la dangerosité pour l'intégrité des écosystèmes et de l'environnement de l'enfouissement des déchets radioactifs. Encore aujourd'hui, la controverse reste vivace sur la question des pollutions induites par la dégradation lente des déchets radioactifs. Enfin, le mouvement antinucléaire participe à remettre en cause le progrès technologique et scientifique comme horizon moderne incontesté et s'inscrit dès lors dans une critique sociale postmoderne. Finalement, la dimension décoloniale ne paraît pas réellement structurante pour la pensée antinucléaire, bien que le réseau Sortir du nucléaire y consacre tout de même aujourd'hui un onglet sur son site, mais sans l'identifier comme tel. À retenir donc, nous ne sommes pas énergétiquement indépendants. Nous remarquons qu'en fonction des pays, et notamment des relations internationales, mais aussi de la puissance économique et de l'héritage colonial, le cycle de production du nucléaire n'impacte pas les territoires de la même manière. Dans ce cadre, le nucléaire est aussi un enjeu dont il est crucial de se saisir du point de vue décolonial. Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global.